Salut, c'est Jonathan, ton conseiller immobilier. Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, c'était acheteur. Ça tombe bien, cette vidéo, elle est faite pour toi car j'ai décidé de te donner les 10 meilleurs conseils que j'ai pu recenser sur le terrain pour t'apprendre à négocier l'achat de ton bien immobilier. Mais avant tout, comme d'habitude, si tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire tout de suite. Tu vas y découvrir une multitude de conseils totalement gratuits liés à la transaction immobilière. C'est gratuit, ça me fait plaisir. C'est pour toi. Eh bien écoute, je te propose de commencer avec le conseil numéro 1. Il va falloir que tu te prépares et que tu connaisses tes limites. Alors, pourquoi avant même de, j'ai envie de dire, avant même de commencer à prospecter l'achat de ton bien, c'est important parce que déjà, il va falloir que tu te prépares mentalement. Il va falloir que, je sais que c'est pas facile parce que tu cherches l'achat de tes rêves, tu cherches ton coup de cœur, mais si tu n'agis pas comme un robot, en fait, et que tu ne connais pas le prix du marché, donc il va falloir que tu étudies le prix de ton marché, enfin de la commune où tu veux investir, tu risques tout simplement d'acheter le bien trop cher. Alors, c'est pour ça que les sentiments peuvent être dangereux. Donc, si tu veux y rester 30 ans ou 40 ans, c'est pas grave, tu vas amortir le bien. Mais on ne sait jamais. Il faut toujours essayer de penser à une éventuelle revente. Donc, si par malheur, tu es obligé de revendre dans un délai assez court, tu risques de perdre beaucoup d'argent. Donc c'est pour ça que la préparation mentale, et je conseille toujours aux nouveaux acheteurs, surtout les primo-accédants, d'essayer d'agir comme un robot. C'est-à-dire que le prix du marché, c'est celui-là, et il faut faire attention de ne pas acheter trop haut. Et également une préparation administrative. C'est-à-dire qu'avant même de prospecter les biens, il faut que tu ailles voir ton courtier ou ton banquier pour que tu saches combien tu peux emprunter. Parce que si tu ne sais pas combien tu peux emprunter, tu ne sais pas sur quel bien tu vas pouvoir te positionner. Et donc, du coup, on ne parle même pas de négociation parce que tu ne sais pas si tu vas pouvoir te l'acheter. Donc, c'est pour ça que avant même de penser à la négociation, je t'invite à te préparer et à connaître tes limites. Allez, c'est parti pour le conseil numéro 2 qui est aussi particulièrement psychologique. Il va falloir oser. Et oui, beaucoup, même si en France le sport national c'est la négociation, beaucoup de gens n'osent pas parce qu'évidemment quand on parle de négociation, il y a un tas d'émotions qui se mettent en activité dans le cerveau et ça peut générer de l'anxiété et freiner certaines personnes. Donc le deuxième conseil très important, ose ouvrir la négociation. Parce qu'il faut que tu penses quelque chose. Il faut que tu penses que l'argent, c'est toi qui l'as. Donc c'est toi qui as le pouvoir, du moins au début. Donc le vendeur, ça, il en est conscient. Donc ose. Au pire, qu'est-ce qui va arriver? Tu vas avoir un non. Donc au mieux, ta négo, elle passe. Au pire, tu as un non. Donc tu te dois de proposer un prix inférieur. Troisième conseil que je peux te donner quand tu vas entamer la négociation, je vais te conseiller de commencer par une exigence élevée. Alors là, c'est un peu contradictoire. En réalité, ça veut dire qu'il va falloir que tu commences en fait à négocier plus bas que ton propre objectif. Je vais te donner un exemple. Admettons, tu convoites un bien qui a 100 000 euros et que tu souhaites l'acquérir à 95 000 euros. Ben, tu vas faire une proposition, par exemple, à 90 000 euros, tout simplement, pour éventuellement que le vendeur te fasse une contre-offre à 95 000 euros. Voilà, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut commencer par une exigence élevée. Tu commences par une exigence en dessous de ton véritable objectif. Comme ça te permettra plus facilement d'atteindre justement ce fameux objectif. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si le vendeur ne veut vraiment pas? Je vais t'encourager en fait tout simplement à monter ta négociation doucement. C'est-à-dire que j'entends très souvent dans la négociation, on va couper la poire en deux. Pour moi, c'est une erreur parce que tu risques de te griller des cartouches en fait, direct. Je te reprends l'exemple de ton bien que tu convoites à 100 000 euros. Donc, tu fais une proposition à 90 000 euros, le vendeur refuse. Bon, comme ça peut arriver souvent. En fait, beaucoup de gens à ce moment-là vont se dire, bon, dans ce cas-là, je fais une proposition directement à mon objectif qui est de 95 000 euros, on coupe la poire en deux et tout le monde est content. En fait, non, parce que le vendeur, il peut te dire,
bon, ben, il est monté à 95 000 euros, pourquoi il ne va pas monter à 98 000 par exemple ou 97? Donc c'est pour ça que couper la poire en deux, tu te grilles des cartouches. Moi, ce que je te conseille de faire à ce moment-là, si le vendeur refuse ta proposition à 90 000 euros et qu'il te propose par exemple 97 ou 98, c'est de faire une autre proposition, par exemple à 92 ou 93 000 euros. Voilà, de monter doucement pour pouvoir atteindre de manière plus douce peut-être ton objectif des 95 000 euros. En tout cas, bannis-toi de ta méthode de je coupe la poire en deux, parce que si ton vendeur négocie bien, il va tout simplement te faire une contre-offre au-dessus de ton objectif. Donc c'est pour ça que je te disais que quand on fait la technique de je coupe la poire en deux, tu te grilles tout simplement des cartouches. Conseil numéro 5, je vais t'inviter quand tu fais dès ta première visite en fait, à relever les points négatifs du bien, mais attention de ne pas casser le bien auprès du vendeur. En effet, le vendeur, il faut s'en faire un allié et pas un ennemi. Si tu commences à arriver dans la maison ou dans l'appartement et que tu commences à dire la peinture elle est pourrie, la salle de bain elle date de Mathusalem, c'est moche, autant te dire que tu ne vas pas mettre ton vendeur dans de bonnes conditions pour la négociation. Non, il faut en fait, dès la première visite, que si vraiment le bien t'intéresse, que le bien t'intéresse, et mettre l'accent doucement sur les travaux ou sur les points négatifs du bien. Et en posant des questions, tout simplement. Ça peut être du style, au lieu de dire, bon voilà, désolé, mais là, la salle de bain, elle est en très mauvais état, vous ne l'avez pas entretenue, c'est pourri. Essayez de poser des questions du style au vendeur, bon, cette salle de bain, elle date de quand? Ça fait combien de temps qu'elle a été construite? Est-ce que vous pensez que là, elle est en bon état? Voilà. L'idée, en fait, c'est de montrer au vendeur qu'effectivement, le bien nécessite des travaux, mais que l'idée, en fait, de baisser le prix vienne un peu de lui, en fait, de l'amener à se dire un petit peu, bon, ben, effectivement, il y a des travaux dans la maison, donc effectivement, je peux vous faire ça sur la maison, je peux vous la baisser par exemple de 5 000 euros, je dis ça comme ça. Et toi, du coup, ça te donne une autre base pour démarrer la négociation. Tu commences plus sur 100 000, mais sur 95 000. Tu vois ce que je veux dire? Donc, au lieu de défoncer le bien quand tu arrives, essaie d'être un peu plus subtil. Tu poses des questions sur l'entretien. Tu amènes le vendeur en fait à penser comme toi. En fait, tu essaies de t'en faire un allié en montrant que le bien t'intéresse, quitte en lui faisant des compliments. Tu commences par. Il y a aussi la méthode sandwich qui marche bien, c'est-à-dire que tu fais un compliment sur le bien, tu places ton objection au milieu, par exemple la salle de bain. Bon, je ne sais pas ce que j'ai à la salle de bain, mais ça sera la salle de bain. Et tu finis par un autre compliment, tu vois, comme ça, le vendeur, tu le mets dans de bonnes dispositions. Tu commences par un compliment, tu fais ta critique et tu finis par un autre compliment. Ce qui fait que le vendeur, finalement, il se dit, lui, il est intéressé, mais par contre, il aime bien le bien. Beaucoup de vendeurs aiment quand on les flatte. Et tu as quand même placé ton objection et ta critique. Ce qui fait qu'il sera beaucoup plus ouvert, finalement, à accepter après une négociation que si tu casses le bien d'entrée. Conseil numéro 6, il va falloir dès la première visite que tu poses beaucoup de questions au vendeur. Parce que ce qui va faire que le vendeur il va plus ou moins négocier, en fait, c'est le degré d'urgence de son projet. La clé, elle est là. Il faut que tu connaisses tout sur le projet du vendeur. Donc ça va être par exemple, depuis quand la maison ou l'appartement il est à vendre, pourquoi il vend, qu'est-ce qu'il va faire après avoir vendu. Est-ce que vraiment, comment le vendeur a acquis le bien? Est-ce qu'il a acheté? Est-ce que c'est une succession? Est-ce que ce sont des héritiers? Donc là, généralement, c'est une bonne situation parce que les héritiers, souvent, ils sont pressés de vendre pour toucher le cash. Donc il va falloir vraiment que tu prépares ta négociation dès la première visite si le bien t'intéresse et que tu sois vraiment curieux et que tu connaisses tout sur le projet du vendeur parce que c'est sur ça que tu vas vraiment négocier. C'est pas, tu vas négocier vraiment sur l'état du bien, évidemment. Tu peux négocier sur le prix du marché, c'est important aussi. Mais surtout, la clé, c'est le projet du vendeur. Si tu as toutes les infos sur le vendeur, tu vas vraiment pouvoir en fait appuyer, entre guillemets, c'est bête, mais là où ça fait mal, en fait. Et le vendeur, tu vas pouvoir finalement le faire baisser comme ça.
Septième conseil pour négocier ton bien, il va falloir que tu fasses très attention à tes émotions pendant les visites ou les contre-visites. Il va falloir que tu sois vraiment le plus impartial possible. Parce que, bon, je sais que c'est pas facile encore une fois, tu achètes ta résidence principale. Alors bon, pour un investissement, évidemment, c'est encore pire. Mais tu veux trouver le bien de tes rêves, tu veux te voir vivre. C'est des sentiments, c'est normal, tu te projettes. Mais il faut que tu le montres le moins possible au vendeur parce que si tu le montres au vendeur, le vendeur il va le ressentir et s'il se débrouille bien, il va être moins ouvert à la négociation parce qu'il va comprendre que le bien, t'as pas envie qu'il te passe sous le nez. Donc c'est pour ça qu'il faut que tu montres le moins de sentiments possible. Parce que sinon, tout simplement, bah, en fait, le vendeur, il va tout simplement s'en servir contre toi. Et là, autant te dire que tu pourras plus négocier. Huitième conseil que je peux te donner qui marche bien aussi, il va falloir que tu prouves les moyens que tu peux bien acheter ce bien-là, quitte à mettre de l'argent sur la table dès le compromis de vente. Donc, c'est-à-dire que comment tu peux prouver que tu as les moyens d'acheter ce bien immobilier? C'est tout simplement, par exemple, en montrant un relevé de compte, par exemple, en montrant que tu as bien les fonds ou une partie, en montrant une simulation bancaire, en disant que, ou une lettre de la banque, de ton banquier, tout simplement, et des éléments factuels et des éléments palpables. Il n'y a que les écrits qui restent dans ce pays, et dans la plupart des pays, je pense d'ailleurs. Les paroles, ça vaut rien. Si tu montres, si tu mets sous le nez du vendeur une lettre de la banque, un relevé de compte, une simulation bancaire, et que tu lui dis au vendeur que tu vas mettre un dépôt de garantie dès le compromis sur le compte du notaire. Un dépôt de garantie, c'est comme un séquestre, c'est une somme en fait que tu mets sur le compte du notaire dès le compromis de vente, entre guillemets, pour réserver le bien. Ça montre un petit bon, ça sert en fait à rassurer le vendeur parce que si la vente ne va pas jusqu'au bout, parce que tu as un refus de prêt par exemple, la somme t'est restée tuée. Mais c'est surtout psychologique en fait. L'idée de mettre un séquestre, ça montre que tu as les fonds, ça montre ton envie d'acheter et ça te fait un poids de plus pour dire que tu es sérieux et que le vendeur il va pas perdre 3 mois si tu as un refus de prêt. Donc là, effectivement, montrer des éléments factuels et du palpable et du tangible au vendeur, ça va vraiment le mettre dans de bonnes dispositions et le rassurer. Et crois-moi qu'un vendeur, quand il sait que le temps que ça prend quand tu prends un refus de prêt, pour après remettre la maison à la vente, à mon avis, il sera beaucoup plus ouvert à négocier et à être sûr que sa transaction, elle se fait, plutôt que d'avoir peut-être 5 000 euros de plus et que sa transaction dans 3 mois, elle tombe à l'eau parce que du coup, en fait, les 5 000 euros de plus, il n'aura pas. Donc, mais prouve au vendeur que tu as les moyens d'acheter, c'est hyper important. Autre point intéressant également, c'est qu'il va falloir que si vraiment tu sens que c'est bloqué, que tu montres aussi au vendeur que la réalité du marché, que le vendeur, tu le remettes un peu sur les rails. C'est-à-dire que si toi, tu as bien étudié ton marché, que tu vois que pour ce genre de bien-là, l'investissement moyen, c'est entre 100 et 120 000 par exemple, hein, voilà, on prend large, bah, si le vendeur il en demande 130, tu lui montres entre guillemets ton étude comparative que tu as faite et tu lui dis, regardez monsieur le vendeur, il y a 10 biens à vendre sur le secteur, pourquoi vous êtes 10 000 euros de plus alors que tout le monde est entre 110, entre 110 et 120 000 par exemple. Donc remets le vendeur dans la réalité du marché. Parce que je sais que quand on vend, c'est pas facile parce que tu as beaucoup de. J'ai déjà fait une vidéo d'ailleurs à ce niveau-là, tu as beaucoup de sentiments, tu as des souvenirs dans la maison. Donc c'est pas évident de se détacher du bien. D'ailleurs, il me semble que dans la vidéo, je dis que le premier conseil, c'est de se détacher du bien. Justement pour pas faire d'erreur sur l'estimation. Ben là, en fait, si tu te retrouves toi en tant qu'acquéreur dans cette situation-là et que le vendeur il veut pas baisser, mets-lui cette réalité-là également sous le nez pour lui dire, monsieur le vendeur, votre bien, je suis désolé, il est trop au-dessus du prix du marché. Donc moi, j'achèterai pas. Et d'ailleurs, je te conseille de ne pas acheter si le vendeur veut pas baisser. Rappelle-toi le conseil numéro 1, il faut que tu agisses comme un robot. Donc si c'est pas celui-là, au pire, ça sera un autre. Et ça, il faut que tu le fasses comprendre au vendeur. Donc mets la réalité du marché sous le nez du vendeur, ça peut également l'aider à réfléchir. Et ça, encore une fois, avec du papier, avec du tangible. Sinon il t'aura beau dire ce que tu veux, les paroles, c'est du vent. Et enfin, dernier conseil que je peux te donner pour négocier l'achat de ton bien, c'est de faire une offre limitée dans le temps et une offre écrite, évidemment. Ça peut être un mail, par exemple.
Donc tu dis au vendeur dans ton mail que tu souhaites acquérir le bien à ce prix-là, que ton offre est valable une semaine, par exemple, et que si à ce moment-là, le vendeur n'a pas donné de réponse, tu continues à faire tes recherches. Pourquoi ça c'est hyper important? Déjà, encore une fois, le fait qu'il y ait un écrit, ça montre ton sérieux et ta volonté. Et deuxièmement, si tu lui donnes une offre écrite et que après, pendant une semaine, tu lui donnes pas de nouvelles et tu le laisses en fait avec cette offre-là. Le mec, le vendeur, il a cette offre-là, il se dit bon, là j'ai une offre écrite. Toi, tu donnes pas de nouvelles, donc le vendeur, il se demande si toi tu continues à prospecter ou pas. Donc le vendeur, il est un peu tout seul avec son offre, quoi. Donc il réfléchit, il cogite. Donc c'est important que tu fasses une offre écrite et limitée dans le temps pour générer, si tu veux, un facteur, un peu un facteur d'urgence. Voilà, tu lui dis voilà, moi je vous fais une offre, elle est valable une semaine, j'ai une mutation, même si c'est pas vrai, on s'en fout, le vendeur il n'est pas censé le savoir. J'ai une mutation, j'ai besoin de trouver un bien, mon offre elle est valable une semaine. Vous avez vu que ça correspond au prix du marché, donc voilà, il n'y a pas de raison de refuser. Et le vendeur il va réfléchir à ce moment-là. Si après le vendeur il veut pas être ou il te fait une contre-offre, après tu as les autres techniques que je t'ai montrées précédemment. Mais commence toujours effectivement par faire une offre écrite et limitée dans le temps. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est les 10 conseils les plus importants que j'ai pu recenser sur le secteur. Si tu vois d'autres conseils auxquels j'ai pas pensé, n'hésite pas à les inscrire ci-dessous. Si tu as un projet immobilier, que tu sois acheteur ou vendeur, tu trouveras des liens en fait dans la description de la vidéo qui te donneront accès à des documents totalement gratuits. En fait, donc tu vas trouver une fiche vendeur pour les documents qu'il faut pour le compromis. Tu vas trouver la liste des points à bien contrôler dans la maison pour embellir ton bien. Si tu es acheteur, tu vas trouver une fiche visite justement pour vérifier les points à pas oublier dans la maison quand tu fais une visite. Donc tout ça, c'est cadeau, c'est gratuit, n'hésite pas à t'inscrire. En tout cas, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao!